Eh bien, bonjour, bande de jeunes hurluberlus gravement affectés par le scorbut dans la tête. J'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui et on est très excités parce que c'est l'UFC Fight Island 6 Korean Zombie contre Brian Ortega. Le Korean Zombie, là, c'est mon fighter préféré actif en MMA aujourd'hui. Puis Brian Ortega, c'est comme pas trop loin dans ma liste en arrière. Puis ça fait 200 ans qu'on attend ce combat-là, on dirait que ça va avoir lieu samedi soir sur Fight Island. On est hyped, la carte est bonne, analyse et position complète de toute cette chose. Vous savez comment ça se passe. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube MMA Talk si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes sur Facebook, prenez 30 secondes, allez vous abonner. C'est bien nice. Puis tout, on fait grandir la patente en s'abonnant. Puis tout le monde est bien content, bien heureux, les petites fleurs, puis tout. Et je vais avoir besoin de votre feedback aussi. Parce que, ben là, comme vous voyez, il y a des petits graphiques puis tout. Là, j'utilise un nouveau logiciel là, pour enregistrer ça. Puis je veux votre feedback. Est-ce que vous préférez ça à ce que je faisais avant? Parce que dans le fond, je vous explique, ça me permet de mettre des banners. Là, regardez, ben, comme Korean Zombie contre Brian Ortega. Fait que là, je suis en train de parler puis je peux changer comme les combats. À tout moment, il y a des petits graphiques qui vous indiquent de quoi je suis en train de parler. Puis si vous voulez sauter d'un combat à l'autre, c'est plus facile, I guess. Donc, est-ce que vous préférez ça? Ou vous préférez la méthode d'avant où il y avait juste ma caméra. L'affaire, c'est que la méthode d'avant, l'image est un peu plus belle. Le fait qu'il faut que je passe dans l'ordi un logiciel qui relie ma caméra à l'ordi, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça fait que la qualité de la caméra drop un petit peu. Fait que je veux savoir qu'est-ce que vous préférez. Meilleure qualité d'image, mais pas de petits graphiques ou les petits graphiques comme ça aujourd'hui. Donnez-moi le feedback des commentaires là, sur Facebook, YouTube, n'importe où. Et puis, ben, je vais continuer avec ce que vous préférez, là, basically. Fait que c'est ça qui est ça. On parle des fights. Tabarnouche. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce combat-là. Korean Zombie, Brian Ortega. Puis, man, je pourrais vous en parler pendant des heures. Fait que j'essaie de voir où commencer avec ce combat-là parce que c'est vraiment un match-up. D'ailleurs, on va commencer à la base. Ça va être incroyable. Ça va être bon. C'est deux action fighters réputés, mais non seulement des action fighters, mais des action fighters qui sont absolument au sommet de la division. Tellement au sommet de la division que Dana White a déjà dit que le gagnant allait obtenir un title shot. Même si Brian Ortega ne s'est pas battu depuis son title shot contre Holloway, on s'entend qu'après tout ce temps-là off, s'il revient et il bat le Korean Zombie qui est absolument en feu, il n'y a aucun doute là, qu'il se mérite d'être number one contender. Ceci étant dit, c'est sûr qu'un gros point d'interrogation dans ce combat-là, c'est l'inactivité de Brian Ortega. Parce que on ne sait pas trop à quoi s'attendre de lui. C'est déjà un combattant qui, dans ses derniers combats, peut-être excluant celui contre Holloway, mais celui contre Holloway, on ne sait pas trop vraiment ce qu'il allait pouvoir faire à la base. C'est pas un bon match-up pour lui. Probablement le pire dans toute la division. Mais il a vraiment amélioré ses mains, Brian Ortega. Il travaille avec un bon jab, à cette vraiment rendu un bon counter-striker, un peu comme Korean Zombie. Korean Zombie, c'est pas compliqué, c'est Justin Gaethje, mais avant Justin Gaethje. Korean Zombie est passé du complètement wild, qui lançait des combinaisons, qui défensait dès chacun des coups de poing avec sa face, à un combattant qui, oui, stalk encore ses adversaires parce que c'est le Korean Zombie, il n'a pas le choix, mais est beaucoup plus patient avec ses mains. Puis, oui, va souvent tenter de leader les échanges, dans le but que son adversaire réponde, puis de là, lui, sa réponse à ça, c'est ça qui est complètement létal dans son cas. Puis, un des meilleurs artisans de KO dans l'UFC, un des meilleurs dans la division de loin. Korean Zombie a vraiment beaucoup de power et Ortega, je pense qu'un peu moins, mais qui a quand même du sneaky power parce que c'est un bon counter-striker. Comme je dis, lui aussi, c'est quelqu'un qui, dans le meilleur des mondes, veut essayer d'avancer puis de forcer son adversaire à se commettre pour counter en retour. Fait que ça fait qu'on va probablement avoir une guerre d'échange là, dans ce combat-là. En théorie, on va avoir les deux gars qui vont essayer de lancer pour que l'autre se commette puis essayer de counter, l'autre va essayer de counter sur le counter. Puis d'après moi, ça va donner des très bons échanges. L'affaire, c'est qu'il n'y a aucun de ces deux combattants-là qui est mal à l'aise si tu le forces à reculer. Genre, c'est pas le genre de gars qu'il faut qu'il aille de l'avant, puis dès qu'il recule un peu, s'auto-détruit, puis perd. Donc, autant le gars qui va stalker va probablement faire la game qu'il préfère faire, mais celui qui recule, puis qui essaie de couper un angle pour lander des gros counters en combinaison, lui aussi,
tu comprends, va être capable de jouer une game qu'il joue très bien. Ça va être malade, man. Ça va être malade. Tu sais, mes pensées sont même pas droites tellement que je suis hype pour ce combat-là. Il y a l'aspect du grappling, on s'entend ici que, ben, tu sais, écoute, Korean Zombie, il avait beaucoup de succès au sol là, contre Frankie Edgar. Korean Zombie a complètement out-grapple Dustin Poirier. Korean Zombie a un des 2 seuls twisters dans l'histoire de l'UFC. Donc oui, Brian Ortega, c'est vraiment la version knockout artist du Jiu-Jitsu, dans le sens que si ce gars-là il a la main sur toi, il peut te soumettre. Comme si tu laisses Anthony Johnson te frapper très fort, il y a 95% de chances qu'il te knock. Si tu laisses Brian Ortega s'agripper à toi, il y a tellement des guillotines, des chokes, des triangles, TCD, tu sais, rapides, que le gars, il va te choker, man. Le gars, il va te choker, il va te finir. C'est vraiment un X-Factor absolument incroyable là, pour lui. Ça peut arriver dans le... On l'a vu, là. C'est la gimmick Brian Ortega. Combien de temps on a dit ce gars-là n'a jamais gagné un round, genre dans l'UFC, basically, mais était undefeated avant son combat contre Max Holloway parce que c'est juste tellement un opportuniste puis quelqu'un qui, out of nowhere, est capable de sortir une soumission. Et puis récemment, depuis les dernières années, est aussi capable de faire la même affaire avec ses mains. Sortir un knockout out of nowhere, genre contre Clay Guida, contre Frankie Edgar avec un gros uppercut, tu sais. C'est vraiment ça, c'est sa game. Puis ça va faire que le Korean Zombie, bien que selon moi, se doit d'être favori dans ce combat-là, de par comment son striking est rendu incroyable. Comme je dis, c'est vraiment, Korean Zombie, c'est Justin Gaethje, mais avant Justin Gaethje. C'est quelqu'un qui est passé d'un combattant wild, d'un complet brawler, à... Oui, encore un combattant qui pousse un pace très agressif puis qui veut échanger, mais qui est beaucoup plus stratégique avec ses mains, puis ça fait de lui un knockout artist plus qu'un action fighter maintenant. Ça reste un action fighter dans l'âme, mais si tu regardes les derniers combats du Korean Zombie, est-ce que c'est des guerres absolument incroyables ou c'est lui qui knock un dos dans pas tant long? C'est pas mal lui qui knock un dos dans pas tant long. Donc... c'est sûr qu'il va mettre des grosses mains sur Brian Ortega. Personnellement, je pense pas que Brian Ortega n'a jamais vraiment été réputé comme étant un bon lutteur de un. Puis c'est pas un gars qui lutte non plus. Tu sais, c'est un combattant qui est bien content d'échanger debout. Puis si, genre, moindrement tu clinches avec ou t'inities un échange qui pourrait mener à du grappling, c'est là que, bang, en l'instant d'une seconde, il saute sur une soumission. Mais c'est pas un lutteur. C'est pas quelqu'un qui va essayer de t'amener dans la cage puis de te take down, de shooter un reactive double leg quand tu lances. Donc, oui, le X-Factor de Ortega va être ses submission skills, mais on dirait que je peux pas vraiment me fier là-dessus puisque je pense pas qu'il va pousser ce game-là. Je pense pas qu'il va essayer d'amener le combat là si Korean Zombie ne l'amène pas là. L'affaire, c'est que si Korean Zombie l'amène là et ne se fait pas soumettre par Ortega, je suis pas surpris. Mais si Brian Ortega est le premier à soumettre le Korean Zombie non plus, je serais pas surpris. Un peu comme, genre, l'inverse dans le fond. Brian Ortega, on s'entend, est vraiment reconnu comme ayant un chin incroyable. Oui, il s'est fait finir par Max Holloway, mais c'est le docteur qui a ce bon nom, c'est assez. Puis Ortega était mad après lui à la fin du 4e round. Il avait genre mangé plus de 100 punch par round, là, littéralement. Puis il était genre mad de se faire arrêter. Fait que le gars, il a un chin absolument incroyable. Il est comme... Autant on se dit dans Korean Zombie, c'est pas un gars que tu peux soumettre. On se dit Brian Ortega, c'est pas un gars que tu peux knocker. Mais s'il y a un gars à 145 livres que je me dis, lui peut probablement knocker Brian Ortega, c'est Korean Zombie. Puis s'il y a un gars à 145 que je me dis, ouais, lui peut probablement soumettre Korean Zombie, c'est Brian Ortega. Donc, ça va être malade mental pendant 25 minutes. À tout moment, quelqu'un va pouvoir faire quelque chose qui va changer le combat. Puis probablement que ça va arriver. Probablement que les deux sont tellement tough que genre Chan Sung Jung va faire mal à Brian Ortega, va pas réussir à le knocker. Peut-être va avoir des échanges de grappling, une coupe de close calls, des soumissions, mais Zombie va s'en sortir out of nowhere. Je m'attends à un combat absolument incroyable. Korean Zombie, c'est mon fighter préféré. Je m'en venais pas ici pour pick contre lui à la base, mais je pense que il se doit d'être favori là, dans ce match-up-là parce que il est tellement rendu un bon striker, il est tellement rendu plus intelligent comment il se bat tout en restant un combattant intéressant. Il est vraiment plus intelligent debout, puis il essaie vraiment plus de placer du power sur son adversaire en disant si je le frappe le plus fort possible, ce dude-là, il va finir par tomber un moment donné. Et
C'est pour cette raison-là, je vais y aller avec le Korean Zombie, mais je vais y aller avec le Korean Zombie par décision. Je pense pas qu'autant que je pense que les deux sont capables de finir l'autre parce qu'ils sont vraiment excellents en tant que finisher, je pense juste pas que tu peux finir Ortega, je pense juste pas que tu peux finir le Zombie. Fait. C'est ça qui est ça. Tu peux finir le Zombie, c'était Yair Rodriguez, genre à 1 seconde de la fin avec un des knockouts les plus ridicules de l'histoire du MMA. Mais regarde, je pense que c'est la seule manière que ça va arriver. Co-main event de la soirée, c'est les débuts 125 livres de Jessica Andrade, l'ancienne championne 115 livres, mais aussi combattante 135 livres. Quand elle est arrivée dans l'UFC, Jessica Andrade, c'était une 135 livres. Elle gagnait pas mal de combats, mais elle en perdait aussi. Et puis, maintenant, elle a juste coupé 20 livres directement jusqu'à 115, ce qui est probablement sa division optimale, je dirais, mais autant 115 est probablement sa division optimale. Je ne la vois pas avoir de difficulté à 125 livres. Puis ici, autant c'est un bon match-up du point de vue technique, c'est juste comme deux niveaux d'athlétisme et de physicalité complètement différents là, entre ces deux combattantes-là. Puis tu as Caitlin Chookagian qui, si tu regardes les combats qu'elle a perdus, si tu regardes les combats qu'elle a eu misère, c'était contre des meilleurs athlètes qu'elle. Tu sais. C'était contre Valentina, c'était contre des filles qui étaient capables de la rougher physiquement, de ne pas accepter sa game de... Je sais que c'est méchant de dire ça, mais Caitlin Chookagian, c'est basically la version de Dolorama de Holly Holm. C'est Holly Holm pas athlétique. C'est basically ça. Fait que quand tu as quelqu'un comme Jessica Andrade, qui est littéralement John Lineker, là, je le dis à toutes les fois, mais une petite boule de muscle qui va avancer, qui va se lancer des body shots, qui va switcher ça à la tête, qui est dangereuse, qui n'a pas peur d'y aller avec un gros output parce qu'elle a un bon cardio, elle est excessivement tough. Puis Caitlin Chookagian a pas mal tout pour elle, sauf ça. Très technique, bonne lutteuse, capable de switch le momentum, mais pas de puissance, pas imposante physiquement. Puis, tu sais, c'est comme... Jessica Andrade est très technique aussi, fait que j'ai l'impression que même si peut-être les skills là, techniques, surtout debout, ne sont pas égales, je pense que la physicalité est tellement importante en faveur de Jessica Andrade que pour vrai, je la vois quand même mal ne pas remporter ce combat-là. Donc, j'ai Jessica Andrade par décision ici. Ça nous mène à un duel chez les 205 livres. J'ai fait une faute dans son nom, hein. C'est ça que j'ai fait, check ça, je vais dessus. Ça doit être là, mais c'est le chum Modestos Bukauskas. Quel nom absolument incroyable, qui affronte Jimmy Crute. Jimmy Crute, qui est un fighter qui existe. On tombe plus dans les fighters qui existent, mais ça va être un bon match-up. Pour vrai, ça va être drôle, ça va être amusant. Je pense que Bukauskas peut devenir un bon combattant à 205 livres un jour. Je ne sais pas s'il va arriver là et battre Jimmy Crute, par exemple, pour être bien honnête avec toi, parce que s'il y a bien un gars qui va l'empêcher de se battre dans son style optimal, c'est Jimmy Crute. Puis je ne sais même pas si c'est par exprès, mais Jimmy Crute est comme pas capable de pas crasher constamment dans ses adversaires. Peut-être parce qu'il gère mal sa distance, mais souvent, il fonce vers son adversaire en voulant vraiment y arracher la tête, puis il finit dans le clinch. Puis là, tant qu'à être dans le clinch, je dis, oh, c'est le takedown de mon adversaire. Puis là, quand le takedown se retrouve au sol ou quand il est sur le top, il est étrangement bon avec les soumissions. Genre, il y a des Kimura, il y a une couple de soumissions différentes. Puis genre, j'ai l'impression que c'est un combattant qui est un meilleur grappler que striker, même si clairement ce qu'il veut faire, c'est être un striker puis knocker du monde, mais comme on dirait que malgré lui, il se retrouve toujours dans une position où il se dit, oh, ben, tant qu'être là, je vais grapple, puis là, il grapple, puis il réussit à gagner. Fait que je pense que Jimmy Crute va gagner malgré lui, parce que Bukauskas, c'est vraiment un fighter qui veut se battre long, qui aimerait être très mobile, genre, et bouger ses pieds. N'est pas tout à fait ça, là. C'est pas un Dominic Reyes ou un Alexander Rakic ou rien de ça. C'est quelqu'un qui aspire à devenir ça, puis peut-être qu'en se développant, va pouvoir devenir de quoi dans le genre. Pour l'instant, et pas vraiment rendu là. Si pour une raison ou une autre, Jimmy Crute est capable de gérer sa distance dans ce combat-là, de se battre à range, il va sûrement se faire pick apart. C'est pas comme si Bukauskas ne pouvait absolument pas gagner ce combat-là, mais genre, c'est dur de pas voir Jimmy Crute continuellement cracher dans le clinch, puis genre,
un peu malgré lui, gagner ce combat-là à cause de ça. Fait que j'ai Jimmy Crute par soumission au 3e round. Je pense qu'à force de comme le takedown puis d'avoir du top control sur lui, il va finir par trouver quelque chose. Parce que, comme j'ai dit, c'est quand même un bon submission artist du top, étrangement. Ça nous mène à un combat short notice, 170 livres, Claudio Silva contre James Krause. Qui d'autre que James Krause pour dire « Ah, Claudio Silva, pas mal bon, lui, pas un bon match-up pour moi. Moi y aller, tu sais. » Mais shout-out à lui, man. James Krause, je pense que de plus en plus focus sur son team là, de fighters qui commence à être de plus en plus important dans l'UFC. Et puis il y a des bons fighters là, en plus de ça, c'est sous son alignement. Fait que je pense plus que tu es en train vraiment de transitionner le plus de fighters à coach. Fait que game de prendre des short notice ici et là parce que ça reste un fighter dans l'âme, James Krause. Puis c'est un autre cas où, d'après moi, Krause serait vraiment plus confortable à distance. C'est un combattant très compétent là, qui peut tout faire, mais il est à son meilleur à distance quand il peut pratiquer son Muay Thai, kicker beaucoup. Il est bon quand il a une bonne justement gestion du range de capturer ses adversaires avec des genoux, des coups de genoux au corps, des coups de genoux à la tête quand il rentre. C'est une chose qu'il fait très bien. Mais genre Claudio Silva est un... Je vais encore sortir la comparaison de John Lineker. Il est comme un John Lineker, mais pas petit. C'est genre un gros Chris de John Lineker qui est pas trop petit pour sa division. Fait que oui, il lance absolument pas le volume de John Lineker, mais c'est un brick-top Brazilian guy vraiment fort qui se débrouille très, très bien debout puis qui met beaucoup de pression sur ses adversaires dans le but d'un moment donné, essayer de les take down puis de les grapple dans le clinch où il est vraiment un très, très bon grappler. Là. Vraiment un excellent grappler, un des meilleurs, je dirais, au sol dans la division des 170 livres. Puis, c'est comme on dirait que j'ai l'impression que je viens, genre, de voir James Krause perdre ce combat-là contre Trevin Giles, même si la décision, me semble être assez étrange. Mais on a vu comme Krause s'impliquer dans des échanges de grappling contre un gars qui était juste comme plus fort physiquement que lui. Puis Giles était loin d'être technique comme Krause au sol, mais juste le fait qu'il soit plus fort physiquement que lui, il était capable de compléter ses takedowns, il était capable d'un peu garder le top control, essayer de lander du dommage, lander du ground and pound. Je pense que si on a ce même genre de dynamique ici, Krause est un bon grappler, un très bon grappler, puis je pense qu'il va se défendre contre Claudio Silva. Je pense pas qu'il va réussir à gagner contre Claudio Silva, surtout si ça grapple. Fait que j'ai Claudio Silva par décision. Ça nous mène au premier combat de la main card. Shout out à Seb Mani, mon boy, parce que Thomas Almeida est back, man. Il est tellement back que genre, on dirait que je me rappelle même plus comment il se bat tellement que ça fait longtemps, mais je pense que c'est bon parce que c'est un gars qui est arrivé, je pense, 4-0 à ses premiers combats dans l'UFC. Il a perdu contre Garbrandt, un vicieux KO. Je pense que Garbrandt n'était pas nécessairement encore où il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des meilleurs au monde. Donc, il est revenu à gagner un combat, mais ensuite il a perdu 2 fois consécutifs contre Jimmy Rivera puis Rob Font dans des performances peu inspirées. Puis l'affaire avec Thomas Almeida, c'est que oui, c'est un killer, c'est un finisher, c'est un gars qui va balls to the walls, qui défend les punches avec sa face, puis qui probablement à la milieu du 2e round aura plus tant de jus que ça. L'affaire, c'est que Jonathan Martinez, aussi c'est un action fighter, peut-être un peu plus conscient défensivement, mais n'a juste pas les skills, puis le power, puis l'athlétisme de Thomas Almeida. Fait, je pense que c'est un bon match-up pour son retour. Puis s'il a la tête à la bonne place, Thomas Almeida devrait être capable de gagner ce combat-là, je pense, dès le premier round par KO, de quoi de crazy comme il a l'habitude de faire. Donc, prelim, ça c'est un match-up qui m'intéresse beaucoup. 2 débutants, mais on a Mateusz Gamrot qui arrive comme double champ de KSW. Le gars est invaincu, 17 victoires, aucune défaite, un no contest contre Norman Park. C'est cette affaire bizarre de low blow là, qui est arrivé, là, pas genre un overturn, quoi. Là. Fait que le gars, genre, littéralement jamais perdu. Et fait son entrée dans l'UFC face à Guram Kutatela, qui est un Georgien. Puis je l'ai dit sur le podcast avec Greg, moi les Georgiens, là, je les aime en crise, c'est des malades mentales, cette gang-là. Puis Guram est absolument ça. absolument ça. Puis c'est pourquoi la dynamique va vraiment être bonne dans ce combat-là, parce qu'il n'y a aucun doute, c'est qui le meilleur striker, le striker le plus technique, le striker le plus expérimenté, le plus habitué, c'est Mateusz Gamrot.
de loin, c'est un Polonais. Vous savez, les Polonais, c'est des estis de bons strikers. C'est un bon striker. L'affaire, c'est que c'est pas un finisher. C'est un gars qui a tendance à rester tranquille, garder bon contrôle de ses combats. Oui, out-striker son adversaire. Il n'a pas peur de travailler en volume au besoin, mais s'il faut plus qu'il pique ses shots, il est capable de le faire. Des bonnes attaques variées debout. Très bon striker. C'est juste pas un très grand finisher. Puis Gouram, c'est un malade mental. C'est genre Ilia Topuria de la semaine passée, mais pas aussi bon ça. Basically, pas un aussi bon grappler, pas un submission fighter autant dangereux qu'un Ilia Topuria, mais debout, même genre de dos. Là, le gars va planter ses pieds, va essayer d'échanger. Puis d'après moi, autant qu'il y a un style qui va probablement se faire pick apart par un meilleur striker comme Mateusz Gamrot, autant il y a un style que s'il pogne, man, peut te l'allumer bien raide puis infliger sa première défaite pro drette là, puis on n'aurait pas à être surpris de ça. Gamrot est quand même le favori. Je vais quand même y aller avec Gamrot par décision ici, mais qui sait, vous checkerez les odds. Hey, les odds là, cette semaine sont vraiment bizarres là, sur beaucoup de combats. Comme James Krause qui est comme vraiment favori sur Claudio Silva, je pense. On a une coupe d'affaires vraiment weird. Dans le prochain combat, Julian Robertson contre Poliana Bottella. Puis moi, quand j'ai vu le combat, là, ça me semble que c'est pas un bon match-up. Pas en tout pour Julian, ça. Puis là, je check les odds, puis il est comme massively favorite. Là. Genre vraiment une très, très grosse favorite. Moi, je comme pas vraiment capable d'arriver puis la pique là, dans ce combat-là, pour être ben honnête avec vous. Julian Robertson, autant elle améliore ses mains, est encore vraiment, son striking est rudimentaire. C'est vraiment pas avancé du tout. Oui, si elle réussit à sauter dans les jambes de Poliana Bottella par la grapple, autant son striking est rudimentaire, autant son top control, c'est immensément amélioré. C'est quelqu'un qui lutte bien, mais était vraiment submission over position à son arrivée dans l'UFC. Puis là, tu vois que de plus en plus, elle va s'écraser sur des positions, puis lander du ground and pound, puis elle le fait là, de façon de plus en plus efficace. Donc oui, si ça se dirige dans ce lieu-là, et d'après moi, ça va mal aller pour Poliana Botello, mais n'empêche que Poliana Botello est une très bonne striker, vraiment meilleure que Julian Robertson, qui, avec un excellent body kick, est capable de bien gérer la distance souvent entre elle et son adversaire. Et puis si Julian Robertson se retrouve pris à range contre Poliana Botello, ça ne me surprendrait pas qu'il arrive la même affaire que contre la chum Macy Barber, le genre de combat où, tu sais, elle ne se fait pas knocker bien raide, mais elle mange beaucoup de volume parce qu'elle se retrouve un peu pris contre la cage, puis elle se fait comme standing stoppage par l'arbitre parce qu'elle était incapable de se défendre contre un gros flurry de Botello. Peut-être qu'elle se fait juste plier en deux par un body kick aussi. Je pense que c'est une très forte option là, dans ce combat-là. Fait que moi, je vais y aller avec le pick pour l'underdog ici, avec Poliana Botello. Je pense même qu'elle peut. Je pense en fait que si elle gagne, c'est basically au premier round. Je pense que si Julian est capable de passer le premier round, elle va comme ease in dans le combat, elle va réussir à un moment donné trouver le moyen d'amener ce combat-là au sol. Puis comme j'ai dit, si ça va au sol, elle va absolument gagner. Donc, je pense que si Poliana est pour gagner ici, ça va être au premier round. Puis c'est ça mon guess parce que j'ai comme un feeling en dedans de moi que c'est vraiment pas un bon match-up pour Julian. Mais c'est ça. Je vais avec ça. Ça nous mène au prochain combat. Oh my God. John Young Park, man, The Iron Turtle, de retour face à John Phillips, nul autre que White Mike Tyson. Et puis, regarde, il y a deux manières que ce combat-là peut arriver. La première, c'est John Young Park arrive, a un cerveau, dit hey, John Phillips, crissement pas bon au sol et aussi incapable de défendre un takedown pour sauver sa vie. Donc, le takedown, puis il lui sac du ground and pound par la tête jusqu'à temps qu'il finisse. Probablement au 2 ou 3e round, pareil, parce que John Phillips est vraiment le genre de gars que tu peux coller sur une race pendant très longtemps, puis il n'a pas tendance à vouloir se faire finir, même s'il réussit souvent pour se faire finir anyway. C'est pas un gars que tu vas knocker fret. Il faut vraiment que tu le mettes dans la merde, puis que. Mais c'est comme. Autant il est tough, puis c'est pas un gars que tu vas finir, là, genre en le knockant de même. C'est un gars qui est tellement facile à comme mettre échec et mat au sol, là. Genre, avancer ta position, pogner un bon mount, puis coller des coups de poing d'en face jusqu'à temps que l'arbitre arrête. Puis le gars, il n'est pas nécessairement mal, il n'est pas nécessairement oh shit, il saigne de partout, puis il est knocké raide, mais
Il s'est fait mettre échequer Matt, le gars est tellement pourri au sol qu'il s'est retrouvé dans la pire des positions, puis il était plus capable de s'en sortir, puis il mangeait des coups de poing d'en face, donc l'arbitre n'a pas eu le choix. Puis ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, ben les deux vont absolument échanger debout et se décontre-colisser la gueule pendant 15 minutes. C'est encore probablement John Young Park qui va gagner, mais moi, je vais y aller avec cette option-là parce qu'il me semble que c'est bien plus le fun de voir deux imbéciles se soigner toutes par la tête de façon plus ou moins technique pendant 15 minutes. Bien que John Young Park, vraiment plus technique que John Phillips debout. Mais bref, je pense que ça va être un bon fight. Puis je vais aller pour John Young Park par décision juste parce que moi, je veux la version le fun. Ça serait drôle qu'il décollisse au sol, mais on a déjà vu un Hamza faire ça le combat d'avant. Personnellement, j'aimerais mieux que ce soit une guerre de 15 minutes debout où les gars perdent plein de brain cells, mais ça, c'est mon selfish, c'est mon idée selfish de partisan. Ensuite, c'est comme probablement le moins beau combat sur la carte, mais ça va être drôle pareil. Jamie Mullarkey, Fares Ziam, c'est chez les lightweight. Autant tu regardes les deux se battre, t'es là, il me semble, Fares Ziam, fait un peu penser à un Youssef Zalal. Ah, j'ai encore le sortir. La version Dolorama de Youssef Zalal. Genre un Youssef Zalal pas autant athlétique. Je ne veux pas dire que Fares Ziam n'est pas bon. Au contraire, il est très bon. Tu le vois dans le cage, il est confortable avec son striking. Même des fois, peut-être un peu trop confortable. Il a l'air tellement d'être confiant, puis ça a tellement pas l'air de déranger où le combat va, qu'il va jouer. Alex Caceres, c'est là ma comparaison. Alex Caceres, très bon combattant, mais on dirait que il est plus ou moins concerné par où le combat se déroule parce qu'il est confiant partout, puis ça fait juste que des fois, il fait imposer la game de son adversaire, puis c'est bien plus facile de gagner quand tu te bats dans ta game que d'essayer de battre ton adversaire à sa propre game. Puis tu sais, c'est une affaire que je ne peux pas douter dans ce combat-là, c'est que Jamie Mullarkey va aller de l'avant, va lancer des mains, puis il va essayer de switch up avec une coupe de takedown ici et là. Je ne sais pas s'il peut out-wrestle Fares Ziam. Ça avait quand même l'air d'être pas un mauvais lutteur sur la scène régionale australienne. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lutteur qui existe sur la scène régionale australienne. Donc, je ne sais pas comment cette lutte-là va. Mais il a quand même réussi, je pense, à takedown Brad Riddle une couple de fois. En fait, c'est MMA Matt, ça. Jamie Mullarkey, là, il a trop bien fait contre Brad Riddle, de qui on a vu qu'il est absolument excellent, pour que je ne le pique pas dans un combat qui, selon moi, est serré contre Fares Ziam. Parce que je pense que Ziam a plus de skills. Je pense que Ziam est plus technique debout. Je pense que Ziam peut très bien défendre les takedowns, mais ça n'a tellement pas l'air d'y déranger. C'est le genre de combattant qui pète complètement son adversaire debout, puis son adversaire clinch, puis il oublie complètement que le combat debout existe, puis il fait 12 minutes de combat de clinch après ça, même s'il a clairement pété la gueule pendant 3-4 minutes debout à son adversaire. Donc, Jamie Mullarkey par décision, encore un pick d'underdog ici, là, je pense, je me fie aux odds, mais hein? Gage pas trop d'argent sur mes pics d'ailleurs, les boys. C'est pas une bonne idée. Moi, je suis juste là à dire des affaires. Puis moi, mon but, c'est de vous donner une idée de comment les deux combattants se battent, plus que mon pic. C'est mon opinion. Des fois, si tu me donnes la même analyse que j'ai faite du main event, tu me dis Ortega gagne par soumission. C'est ça ton pic. Moi, mon pic, c'est Korean Zombie par décision, mais je pense que l'analyse est plus importante que le pic. Fait que si vous voulez faire des prédictions, utilisez plus mon analyse que mon pick. Parce que des fois, mon pick, c'est Korean Zombie, c'est mon fighter préféré, puis le combat est vraiment crissement serré, donc Korean Zombie. Ceci étant dit, on a un complet shit show ensuite, chez les 205 livres. Gadzhimurad Antigulov face à Maxime Grishin. C'est magnifique parce qu'on a ici en Antigulov un combattant qui a l'air d'un monstre pendant 3 minutes, puis après il s'autodétruit complètement. Puis on a Maxime Grishin qui a juste vraiment l'air d'être là. Puis tu peux checker des combats et des combats et des combats de lui. Puis t'es genre, man, je sais pas ce qu'il fait, à part être là pendant 15 minutes. Il est juste là. Puis une fois de temps en temps, il lance une strike. Une fois de temps en temps, il défait un takedown. Une fois de temps en temps, mais il fait pas, tu sais pas, Maxime Grishin, il est juste là. Mais c'est quoi? Le fait d'être là, c'est probablement ce qui fait que tu bats Gadzhimurad Antigulov, parce qu'Antigulov va être vraiment très, très là pendant 3 minutes, puis après, comme je vous l'ai dit, il va s'autodétruire, il va complètement gazard, il va faire une niaiserie, il va faire les deux en même temps, peu importe, c'est ça qu'il fait. Fait que j'ai même Grishin par TKO au 3e round, ce qui semble peu probable, parce que Maxime Grishin fait absolument pas assez quelque chose pour finir quelqu'un, mais j'ai comme l'impression que Antigulov va tellement être exhausted au 3e round qu'il va peut-être se TKO lui-même. Fait que j'ai le chum Grishin ici par TKO au 3e round. Ça nous mène au premier combat de la soirée. Saïd Nurmagomedov
face à Mark Striegel. Saïd, bon, on l'a tout vu en action. C'est un genre de zabit, je vous dirais, qui kick plus, qui ne sert pas. C'est un zabit pas de main. Basically, c'est un zabit pas de main. Le gars reste à distance, kick beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très mobile, puis il se déplace bien. Il est grand, il a un huge reach advantage pour la division. Puis en plus, ça sert vraiment plus de ses jambes que de ses mains. Donc, encore un plus gros reach advantage. Puis, quand tu tannes de te faire trop kicker, puis tu dis, hey, mais essaye de le grapple, ce gars-là, ben, tu te rends compte que tu t'en vas absolument te faire out-grapple parce que son nom de famille reste Nurmagomedov, même s'il n'est pas relié avec Khabib de sang. Ça s'entraîne tout ensemble, ce gang-là. Puis ça, tu sais, on s'entend. Fac, qu'est-ce que ça donne pour Mark Striegel, ça? Ça donne pas un bon match-up. Parce que Mark Striegel, c'est un gars qui va prétendre qu'il veut se battre à range avec toi pendant une couple de minutes pour se rendre compte que ça marche pas pantoute. Puis après ça, il essaye de t'out-wrestle. C'est le genre de gars que je ne veux pas dire que c'est le Jamie Mullarkey de la Philippine, là, parce que je pense qu'il est un peu meilleur que ça. Mais c'est le genre de gars qui, justement, s'est beaucoup fié sur sa lutte, son grappling, pour gagner beaucoup de combats sur une scène régionale où personne ne sait vraiment lutter. Donc, je pense que not gonna happen pour lui ici. Là. Il va probablement pas arriver puis out-grapple Saïd Nurmagomedov. Puis je pense même qu'il va se faire soumettre. Je pense pas qu'il va se faire soumettre genre après des échanges de grappling. Je pense qu'il va se faire allumer bien raide, probablement se faire kicker dans la face ou quoi de même. Il va se faire dropper, puis Saïd, au lieu de le TKO, va juste sauter au cou, puis probablement le finir, soit guillotine ou un naked choke, à quelque part, au deuxième round. Et puis c'est ça, man. C'est direct ça. J'ai plus rien à dire. C'était mon preview de l'UFC Fight Island 6. J'espère que vous avez apprécié. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires sur le nouveau setup, sur le main event. Je sais que vous avez de quoi me dire sur le main event. Là, c'est Zombie contre Ortega. On dirait que je n'étais même pas né. J'attendais déjà ce combat-là. Puis c'est samedi soir que ça se passe. Donc je le sais que vous êtes hype. Tout le monde est hype. On est hype. C'est magnifique. Fait que dites-moi comment vous êtes hype dans les commentaires. Parlez-moi du nouveau setup. Abonnez-vous à YouTube. Ça défile dans le bas. Chacun comme c'est beau, vous n'avez même pas besoin de. C'est quoi son. Ça défile dans le bas. Fait que ça, magnifique. On est en business. J'ai plus rien d'autre à dire. Je vous gosse pas plus longtemps. Ciao.